Donc on va parler d'architecture et de biomimétisme. Alors je ne sais pas si, petit sondage rapide à main levée, vous êtes tous très familiers avec cette notion de biomimétisme. Qui connaît par cœur le biomimétisme? Bof, bof. Je connais un peu, j'en ai entendu parler. D'accord, j'en ai jamais entendu parler. D'accord, merci beaucoup. Bon, on va faire une petite mise à niveau rapide. Alors, on organise cet échange, cette table ronde avec Rodolphe Debord de Rabot du Tilleul. Et il faut avouer que, Rodolphe, qu'on a un très beau plateau. On a un très beau plateau parce qu'on accueille Michael Pauline d'Exploration Architecture. Michael est vraiment un des rares très bons spécialistes de biomimétisme. On a beaucoup de chance de l'avoir et évidemment un excellent architecte. On a un autre expert, Stephen Bakers, sans le vexer, plus expert d'économie circulaire que de biomimétisme, mais la circularité est sans doute quelque chose qui a à voir avec le vivant aussi. Et Stephen Bakers est aussi un excellent architecte renommé, qui a eu beaucoup de prix, de mentions, etc. Donc on a deux très bons architectes. Et puis on a la chance également d'avoir Jérôme Michaud-Larivière qui va vous montrer un objet, une création. On va dire que Jérôme est plus un créateur. Il va vous parler de micro-éoliennes, des choses très très jolies, design et très tendance aussi sur les sujets de fond. Donc un Anglais, un Belge et un Français. On va laisser l'hémisphère sud jouer au rugby. Et nous, on va parler de biomimétisme et d'architecture. Un mot sur donc moi-même et Rodolphe. Rodolphe Debord est directeur du développement durable du groupe Rabot du Tilleul. Je pense que Rabot du Tilleul, vous connaissez tous. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai la chance de m'occuper de la communication de quelque chose qui s'appelle le CEBIOS, le Centre européen d'excellence en biomimétisme de Senlis. Et donc, c'est pas très correct, mais c'est moi qui vais commencer pour vous dire un mot sur ce que c'est que le CEBIOS. Et je vais faire très vite et puis j'en profiterai pour rappeler quelques exemples de biomimétisme. Le CEBIOS, c'est tout simplement une réponse à une contrainte et essayer de transformer une contrainte en opportunité. La ville de Senlis, comme beaucoup... Donc Senlis, on est à 50 km au nord de Paris. La ville de Senlis, comme beaucoup d'autres villes, a eu sur les bras un quartier militaire qui a été fermé. Il a fallu en faire quelque chose. Deux idées, faire un projet de développement économique et scientifique, et il fallait trouver un contenu. Et il se trouve que parmi les élus, il y a un chercheur dans un grand groupe de cosmétiques, avec une apostrophe, qui a dit à tout le monde, écoutez, il y a une tendance de fond là, qui est sans doute assez ancienne, mais qui est en train de réaccélérer, qui s'appelle le biomimétisme. Le biomimé quoi ? Le biomimétisme, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus les groupes industriels. Ça a été marketé, comme savent le faire les Américains, par une Américaine qui s'appelle Janine Benyus, biologiste et également entrepreneur. Et ça vaudrait le coup de créer au nord d'une capitale européenne, en l'occurrence Paris, une sorte de hub dédié à cette approche qui est en train d'accélérer pour un certain nombre d'éléments conjoncturels que je vais rappeler. Faire une sorte de hub où des industriels, des scientifiques, des startups pourront travailler ensemble, parce que vous allez voir que le biomimétisme est beaucoup affaire de pluridisciplinarité. Vous savez que la nature est souvent multifonctionnelle, et souvent la pluridisciplinarité est une source d'innovation. Beaucoup de chercheurs académiques ou de groupes industriels nous disent aujourd'hui on crève de rester dans nos silos. Il faut sortir de nos silos pour innover. Il faut faire des rencontres, voire des rencontres iconoclastes. Il faut qu'un ingénieur japonais soit spécialiste du martin-pêcheur pour qu'il redessine son Shinkansen et qu'il gagne en aérodynamisme. Il faut qu'un groupe de BTP rencontre des biologistes pour faire de la microrémédiation, etc., etc. Il faut créer des occasions de rencontre. Donc l'idée sur ce centre, c'est de réunir, en fait, ce n'est pas de faire, mais d'animer et de fédérer une communauté. Le biomimétisme existe déjà dans beaucoup de centres de recherche, ou à travers des initiatives individuelles, ou dans des centres R&D de groupes industriels, mais tout ça est très éclaté. Et donc il faut tout simplement créer cette filière, l'animer et lui proposer une maison. Et donc l'idée est assez simple. Je vais faire un petit rappel, c'est que évidemment la nature est plus vieille que nous, elle a 3,8 milliards d'années, et plutôt que
de regarder ça comme une source de contrainte, avec souvent un discours moralisateur et un peu castrateur. On peut regarder ça d'une autre manière, comme une source d'innovation et d'inspiration. Juste un point de repère, l'Homo sapiens sapiens, dont je rappelle qu'il signifie l'homme sage, ce qui est peut-être un peu exagéré, est arrivé il y a grosso modo 200 000 ans. Ce qui fait que si la nature a commencé le 1er janvier d'une année calendaire, imaginons qu'elle a commencé au début de l'estrade là-bas, nous, pauvres Homo sapiens, on est arrivés au mois de décembre de cette même année, donc la nature a démarré le 1er janvier, on est arrivé le 31 décembre, et je ne peux même pas vous montrer sans tomber, parce qu'on est arrivé le 31 décembre à 23h30. Donc en fait, ça fait à peine quelques minutes qu'on est là. En gros, on n'était pas là avant que vous rentriez dans cette salle. Et donc ça vaut le coup de regarder tout ce qui s'est passé avant nous, parce que, évidemment, la nature est résiliente et il se trouve qu'elle est aussi économe en matière, en énergie, elle optimise les flux, etc., qui sont tout autant de problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. Donc vous avez des exemples que vous croisez tous les jours et vous le savez ou vous l'avez oublié. Un des exemples les plus classiques, c'est le velcro. Georges de Mestral, en 1952, qui découvre que des fleurs de bardane sont accrochées au pelage de son chien, etc. etc. Blague à part, c'est de la colle sèche, donc il n'y a pas de formaldéhyde là-dedans, c'est un des bénéfices. Les petits winglets que vous voyez au bout des ailes des avions, c'est inspiré des grands rapaces, ça permet d'améliorer la portance de l'aile, de réduire la consommation de carburant. Si on a 320, c'est 3,5% de carburant en moins. Le Shinkansen japonais avait des problèmes de nuisances sonores aux entrées-sorties de tunnels. Il a fallu qu'un ingénieur spécialiste du martin pêcheur se dise « Mais moi, je connais le champion du monde qui passe d'une pression atmosphérique à une autre, c'est le martin pêcheur. » Résultat, ce nez de TGV est un peu bizarre, on dirait qu'il n'est pas très joli, mais il n'y a plus de nuisances sonores et eux, c'est 10% de carburant en moins. Évidemment, on va parler d'ingénierie de surface avec l'effet Lotus, qui, comme vous le savez, est hyper hydrophobe. Et donc, ce qui est intéressant à partir de là, c'est de faire du vitrage, mais c'est de faire aussi des surfaces antibactériennes, etc. Je ne vais pas les passer tous. Michael a un peu parlé tout à l'heure de ce papillon bleu là, qui s'appelle le Morpho, qui est exceptionnel parce qu'évidemment, il n'est pas bleu. Donc, il est bleu sans pigment. Il est bleu parce qu'il a un revêtement de surface, on pourrait dire, des différentes strates qui permettent de refléter la lumière de telle ou telle manière. Ça inspire de l'optimisation pour des écrans d'ordinateur ou téléphone portable, etc. Les termitières, championnes du monde de la climatisation sans énergie, etc. Le corail, qui n'est rien d'autre que du CO2, donc c'est une solution pour séquestrer du CO2. Je vous passe ces exemples parce que c'est une véritable bibliothèque, la nature. Là, c'est une coquille d'ormeaux. Tout à l'heure, Michael va un peu parler des ormeaux, mais pas sous cet angle-là. Il se trouve que des Canadiens ont micro-fissuré du verre comme des coquilles d'ormeaux, et en micro-fissurant du verre, chez McGill, ils l'ont rendu 200 fois plus résistant. Donc il y a plein de bonnes idées à puiser là-dedans, et l'idée de ce centre, c'est tout simplement de développer de la formation, ça a déjà démarré depuis 1 an et demi, de faire des conférences, d'installer des entreprises pour que cet écosystème se rapproche et travaille plus étroitement, et à terme de développer de la recherche mutualisée, collaborative, open innovation, on peut appeler ça comme on veut, mais qui est aussi une tendance de fond dans pas mal de groupes industriels, comment rechercher autrement et à plusieurs. J'ai entendu un chercheur il n'y a pas longtemps qui me disait, mais quand on sait ce qu'on cherche, généralement on trouve ce qu'on savait déjà. Donc il faut s'obliger à poser un peu différemment les données du problème, et c'est un peu l'idée de ce centre. Alors derrière cette idée, des groupes industriels ont déjà rejoint la démarche, comme Renault, Air Liquide, Corning, Interface, Eiffage ou L'Oréal. Vous avez 3 pôles de compétitivité, dont 2 qui sont ici en Nord-Pas-de-Calais. Matichem, spécialiste des matériaux innovants, et Uptex, des textiles innovants. IAR, c'est chez nous en Picardie, industrie agro-ressources, mais bientôt, nous sommes tous la même famille. Donc il y a des pôles de compétitivité, et puis des groupes industriels, et puis en grisé, c'est les futurs, c'est les prochains adhérents, par exemple, qui participent à des travaux de recherche, ou des groupes de travail, ou des choses comme ça. Je vais avoir terminé dans 2 slides. L'objectif, c'est d'essayer de contribuer, d'apporter une pierre à l'édifice, d'essayer d'animer ce réseau qui existe. Il y a par exemple une bonne trentaine de centres au CNRS qui travaillent en collaboration avec des groupes industriels, mais tous ces gens-là sont un peu dispersés. L'idée, c'est d'essayer de faire la cartographie de toutes ces compétences-là.
de participer à des programmes de formation. On a commencé depuis 1 an et demi, il y a une quarantaine d'équipes R&D qui sont passées par des formations CBIOS. Et à terme, pourquoi pas avoir de la formation diplômante. Il n'y a pas aujourd'hui, on est inondé de demandes d'étudiants qui cherchent des cursus en biomimétisme. Donc il y aura sans doute un jour des cursus en biomimétisme. Évidemment, contribuer à l'émergence de projets innovants, essayer de faire aussi un boulot de communication auprès du grand public, mais aussi auprès de leaders d'opinion. On fait aussi un peu de lobbying politique pour faire rentrer le biomimétisme dans les textes de loi ou des choses comme ça. Et puis développer physiquement ce site de Senlis pour que des entreprises s'y installent. Et pour terminer, dans les démarches que nous avons lancées, on a lancé cet été un groupe de travail, parce que le biomimétisme c'est très large, donc on a essayé de cerner les enjeux, et on a lancé un groupe de travail sur l'habitat bio-inspiré, parce que on n'a pas inventé les villes, et on n'a pas inventé les maisons non plus. Et donc c'est intéressant de voir comment la nature optimise des flux. Michael veut nous donner quelques exemples. Optimise aussi les interactions, le recyclage, Steven vous en parlait, la production d'énergie au niveau local, Jérôme Michel-Rivière va vous en parler, etc. Et donc c'est un groupe qui se lance, qui se lance et qui va travailler pendant 1 an ou 2 pour réunir autour de la table des industriels, des scientifiques, des startups, petit à petit cerner quelques enjeux. On a beaucoup parlé pendant la première réunion de qualité de l'air intérieur, par exemple, mais aussi d'énergie, de flux de matière. Et puis, pourquoi pas, dans 1 an ou 2, commencer à montrer et exposer des prototypes et des débuts d'actions concrètes. Voilà, merci beaucoup. C'était une introduction un peu longue, mais pour poser un peu le décor, ce que je vous propose tout de suite, c'est qu'on écoute Michael Pollan, on écoute Steven Bakers, on écoute Jérôme Michel-Rivière, parce qu'ils ont plein de choses vachement intéressantes à vous dire. Et puis, on se garde 10 bonnes minutes à la fin pour regrouper toutes les questions et dialoguer tous ensemble. Merci beaucoup. Michael ? Well, thank you for that introduction, and thank you for having me here. I'm sorry my French is really too terrible to speak in French, so you have to rely on the very good translators. And as Alain introduced there very effectively, biomimicry is based on a very refined source of solutions. The solutions that have been refined through an incredibly long and ruthless process of evolution. So as architects, there's a huge amount that we can learn from these, particularly in the field of biological structures. So for instance, this is the giant Amazon water lily, which has evolved to create these huge leaves that are nearly 3 meters across. And to keep that strong, it has this branching network of ribs. And we use that to develop a 3D printed table for our exhibition, which was in London earlier in the year. And this was developed using 2 forms of software. One was a software called SKO, which is based on the way that trees and bones grow. And then for the table surface, we developed an algorithm that was based on the giant Amazon water lily. And that produced an incredibly efficient solution. So this is using far less material. C'est très efficace parce que ça utilise beaucoup moins de matières premières. Et c'est là que l'imagerie 3D va être une véritable révolution. Parce que avant, la fabrication coûtait beaucoup plus cher. Mais maintenant, avec l'impression 3D, il n'y a pratiquement pas de pénalité de coût dès lors que l'on veut faire des formes complexes. Il y a même un avantage, parce que si vous placez le matériau exactement là où il doit être, vous utilisez beaucoup moins de matières premières et vous économisez de l'argent. Ici, un exemple, c'est un micro-organisme marin qu'on appelle un radiolaire. Et ça a été une source d'inspiration pour cette grande serre. Et nous avions repensé la structure d'une serre. Auparavant, elles étaient fabriquées à partir de verre. Là, on a utilisé du PTFE, du polyéthylène terephthalate, et on a appris avec la biologie comment potentialiser la forme sphérique avec des hexagones et des pentagones. Ici,
encore une nouvelle voiture. C'est Benz Daimler qui est en train de la développer, qui utilise le mimétisme avec le poisson-coffre, qui dispose d'un exosquelette. Et les scientifiques ont utilisé les logiciels dont je vous ai parlé, le logiciel SKO, afin de réduire la quantité de matières premières utilisées. Autre structure biologique, l'ormeau, dont Alain vous a parlé. Les coquillages sont sans doute la principale source d'inspiration pour les gens qui s'intéressent au biomimétisme. Et vous avez les dômes des cathédrales qui ont sans doute été inspirés par les coquillages. Mais maintenant, ce que nous avons, c'est une connaissance scientifique bien plus importante et nous pouvons percer les secrets de la nature. Et à droite, vous avez un ormeau. Et vous voyez l'empilement de plaques de carbonate de calcium qui sont collées les unes aux autres par un ciment en protéines. Et la structure est... Alors, la matière première, c'est de la craie, mais à cause de cette structure, c'est 300 fois plus résistant. Donc, ça veut dire qu'on peut construire des bâtiments en utilisant beaucoup moins de matières premières. Alors, j'espère que là, ça va fonctionner, ma petite vidéo, parce que je voulais vous montrer une petite vidéo qui ne va pas marcher, je suis désolée. Est-ce qu'il y a moyen que quelqu'un m'aide pour faire passer cette vidéo, s'il vous plaît? Personne? Dommage. Bon, j'essaierai de vous la montrer après. Bref, je vous montrais les plans d'une maison qui utilisait les principes de la construction de la coquille d'ormeau, mais qui utilisait le 50% de matières premières en moins qu'une maison traditionnelle. Maintenant, je me tourne vers les systèmes des nervures en biologie qui suivent la loi de Murray qui va définir le diamètre des nervures et l'angle d'inclinaison des nervures sur une tige. Et c'est une solution qui réduit au maximum l'utilisation d'énergie. Donc, on a utilisé cela pour concevoir un centre de données. Ici, vous êtes dans une montagne en Norvège, avec beaucoup de tunnels, parce que ça résulte d'opérations de mines. Et l'air y est très, très froid. Donc, nous avons dû trouver des moyens plus efficaces pour faire circuler l'air dans le centre de stockage de données. Et on a utilisé un système qui se base sur la loi de Murray. Donc, ça a l'air d'être très biologique, mais ça ne l'est pas. C'est pas parce qu'on aime les formes biologiques qu'on l'a conçu de cette façon. C'est simplement parce qu'on a identifié la solution absolument optimale qui permettait d'économiser l'énergie. Et du coup, on a conçu de cette façon-là. Et on a encore travaillé sur ces systèmes de nervures. Ici, vous avez un algorithme que nous avons conçu pour une station de traitement des eaux. Plutôt que de fonctionner en manière rectiligne, nous avons utilisé la loi de Murray pour déterminer l'implantation des différentes cuves et les connexions entre ces cuves. Et si vous regardez en bas, vous voyez que la longueur totale des canalisations était de 64% inférieure aux canalisations normalement utilisées. Et là, vous avez les éléments dans une station de traitement des eaux traditionnelle et nous avons intégré la longueur des tuyauteries. Si vous créez un coude, ça crée des résistances. Et ici, regardez la longueur totale équivalente qui a baissé de manière très significative. Et l'un des ingénieurs nous disait, vous n'allez jamais pouvoir optimiser notre solution. Et il pensait que nous étions très arrogants de commencer à travailler sur ce projet. Or, ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la curiosité. Et nous avons utilisé la biologie pour concevoir une solution beaucoup plus efficace, beaucoup plus économe. Donc, je pense que nous allons voir beaucoup plus d'algorithmes biologiques qui vont nous permettre d'optimiser les systèmes. Autre projet sur lequel nous avons travaillé, une usine textile zéro déchet en Inde. On a travaillé sur toute la structure, mais aussi sur tous les systèmes à l'intérieur de l'usine. Donc là, l'usine est devenue un écosystème d'éléments interconnectés. Et vous avez trois environnements, vous avez l'énergie, vous avez les outils et vous avez l'eau. Et en faisant circuler les déchets pour que les déchets générés à un endroit deviennent la matière première d'une autre zone, vous parvenez à mettre au point un système véritablement zéro déchet. Ici,
un bâtiment de bureau que nous avons conçu. Et on a fait référence à plus d'une centaine d'organismes biologiques pour concevoir ce bâtiment. Et les architectes nous disent, si on le construit, ce sera l'un des plus économes en énergie au monde. Donc, véritablement, le biomimétisme nous permet de relever n'importe quel défi. Et si vous avez des défis fonctionnels auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui, surtout testez-moi, posez-moi des questions. J'aimerais essayer de vous suggérer des organismes biologiques auxquels vous pourriez réfléchir. Merci. Est-ce qu'on peut réessayer la vidéo sur la Baloney House? It would be nice if we can see the video. This one. On peut essayer ou pas ça? Peut-être qu'on peut le faire un petit peu plus tard, je ne sais pas, si ça n'est pas possible maintenant. Bon, on essaiera de la montrer tout à l'heure. Oh yes. Voilà. This was using the same approach as the abalone shells. On utilisait donc ces coquilles d'ormeaux, vous voyez, donc on essayait d'avoir une structure de coquillage qui est véritablement très solide et on utilise nettement moins de matière. Comment est-ce que vous êtes inspiré? Vous êtes dans un restaurant, vous mangez une sauce bolognaise, vous dites, ah bah tiens, je pourrais construire une maison avec ça. Oui, parfois ça marche comme ça. Parfois, on voit quelque chose qui fonctionne dans la nature, on dit, ah oui, tiens, c'est une idée, ça m'inspire. Ou bien parfois, c'est le contraire. On identifie la fonction d'abord, et puis on regarde ce qui se passe dans la nature. On travaille avec des biologistes pour savoir comment ce problème a été résolu en biologie, et on essaie de reporter ceci dans des modèles architecturaux. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup. On va tout de suite enchaîner avec... alors, je veux bien reprendre le diaporama. C'est peut-être à moi de le faire, d'ailleurs. Vous pouvez le faire ou c'est à moi? Ah, je suis à côté. Ah, ok. Hop. Yes. So Stephen Bakers, si vous voulez bien nous expliquer, vous êtes davantage sur l'économie circulaire, et ce qui est intéressant, c'est de bien prendre conscience que chacune de ces unités, maisons, buildings, etc., vit dans un écosystème d'une certaine manière, l'écosystème urbain. Vous êtes aussi un spécialiste de l'urban planning. Donc, vous êtes pas inspiré des ormeaux, mais peut-être davantage des arbres. Est-ce que vous pensez les villes comme les maisons comme des arbres et les villes comme des forêts? Merci. Alors en effet, merci beaucoup Alain. Voilà, je ne suis pas un spécialiste du biomimicry ou du biomimétisme. Je suis inspiré depuis plusieurs années comme architecte par Cradle to Cradle, pour ceux qui connaissent, qu'on appelle aujourd'hui économie circulaire à impact positif. Et évidemment, comme la plupart des nouveaux modèles qu'on trouve aujourd'hui et des changements de paradigme, c'est inspiré par la nature, très clairement. La manière dont je suis arrivé à ce projet, c'est en ayant travaillé depuis des années, en essayant de réduire à son minimum, à leur minimum, la quantité d'énergie, la quantité de matériaux utilisés dans les bâtiments. Des premiers bâtiments que j'ai dessinés il y a quelques années qui n'ont pas été construits, et je vais vous montrer que des choses qui n'ont pas été construites et des choses qui sont en train d'être construites, mais je ne vais pas parler d'architecture tellement aujourd'hui, mais surtout sur une attitude à avoir globalement sur les projets, ce que nous faisons notamment avec Rabot du Tilleul, Nakara, avec pas mal de groupes ici en France et avec des architectes français. Et donc aujourd'hui je suis consultant. Alors Lateral Thinking Factory
est inspiré Cradle to Cradle, économie circulaire. On a, tu disais Alain tout à l'heure qu'il est très important d'avoir la pluridisciplinarité dans les équipes. Donc on a une 60aine d'experts qui ne sont pas dans notre société. Notre société, on est juste 7 personnes basées à Bruxelles. Une 60aine d'experts qui sont répartis dans le monde et qui effectivement travaillent dans des domaines les plus variés, du technique au philosophique, du social à l'ingénierie, et qui nous permet finalement d'avoir un regard tout à fait systémique sur la manière de concevoir les projets. Alors en effet, Michael Bongard et William McDonough, qui sont à l'origine de Cradle to Cradle, et quelque part à l'origine de ce qui est le moteur de l'économie circulaire dont on parle beaucoup aujourd'hui, et beaucoup en France, heureusement, depuis 1 ou 2 ans, m'ont inspiré par cette phrase, donc « Building like trees, cities like forests », traduire bâtiments comme des arbres et les villes comme des forêts. Alors ça peut paraître très naïf au départ, j'ai essayé, on y est arrivé sur pas mal de projets, on y arrive aujourd'hui et on avance de plus en plus. Et qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, si les bâtiments sont comme des arbres, ils doivent produire plus d'eau pure, de nutriments et d'humus qu'ils n'en consomment, c'est ce que font les arbres, tout naturellement. Ils doivent produire plus de diversité. Alors la diversité chez nous, dans notre monde humain, elle est évidemment la biodiversité qui nous supporte, la diversité sociale et la diversité culturelle, ou la diversité artistique, on peut appeler ça aussi, ou d'architecture. Aussi produire plus d'énergie renouvelable de qualité qu'ils n'en consomment, c'est l'impact positif de l'arbre, c'est l'impact positif des bâtiments qu'on doit créer. Alors l'arbre, on verra tout à l'heure, il produit de la biomasse, et la biomasse quelque part ça peut être de l'énergie pour nous, donc c'est là l'inspiration. Et puis surtout, les bâtiments doivent produire plus de matériaux sains et surcyclé. Le terme surcyclé vient de Cradle to Cradle, donc c'est upcycle, qui est plus que recyclé, c'est revenir chaque fois à la matière première. Alors dans la nature, ça se passe par la biodégradation des matières, et on verra que dans notre monde humain et technologique, ça passe aussi par le surcyclage en boucle et en boucle continue des matériaux issus de la sphère technologique. Alors, un arbre, bien sûr, produit plus d'air pur qu'il n'en consomme, puisqu'il produit de l'oxygène et il capture le CO2. En plus, il nettoie l'air, il fait un tas de choses positives. On verra que les bâtiments peuvent le faire aussi. Et la capture du CO2, la manière dont nous l'abordons, c'est en fait la production non seulement de biomasse, mais aussi de nourriture. C'est l'agriculture urbaine, mais l'agriculture urbaine qui capte le CO2 des bâtiments, qui capte le CO2 différentes actions de l'humain. Puis bien sûr, derrière ça, il y a la qualité de vie, de bien-être, de confort, de plasticité, de flexibilité. Tout ça, c'est s'inspirer de la nature qui évolue en permanence. Et on a tendance à dessiner des bâtiments et des villes qui sont très fixes, qui sont très figées, avec des plans qu'on croit être valables pour 50, 100, 200 ans. Parfois, ils le sont. Très souvent, ils doivent évoluer beaucoup plus vite qu'ils ne le font. Alors, mais pourquoi l'arbre? L'arbre, comme je l'ai dit, il capture de l'énergie solaire, c'est la photosynthèse. Il crée de l'habitat pour les autres. Il crée sa propre évapotranspiration qu'on peut utiliser, bien sûr, aussi dans les villes et dans les bâtiments. Et ce que je vais vous raconter maintenant, on va peut-être voir surtout à petite échelle, et je vais en parler plus au niveau des bâtiments, mais clairement, c'est valable aussi au niveau des villes ou des quartiers, des îlots urbains. C'est valable au niveau des villes, c'est valable au niveau des régions. La région est une bonne entité, je dirais, pour traiter d'économie circulaire telle que nous le faisons. Alors l'arbre crée de la ventilation naturelle, il a sa propre inertie thermique puisqu'il crée de l'ombre sur le sol, il crée un microclimat, il récolte l'eau de pluie, vous verrez ce qu'on peut le faire évidemment dans les bâtiments. Il traite tout le cycle de nutriments, donc des eaux usées, etc. L'arbre le fait, le bâtiment peut le faire aussi, produire de la nourriture. Et finalement, l'arbre, c'est quoi? C'est un métabolisme. L'être vivant est un métabolisme, et on verra que le métabolisme urbain, avec les intrants et les sortants, est un élément important pour réduire, non pas seulement en décroissance, mais pour faire en sorte que les villes soient de plus en plus résilientes et autonomes. Alors, je vais simplement donner quelques exemples, et comme je le disais, je ne montre pas de l'architecture ici, mais des concepts. Alors, un bâtiment, mais voilà, c'était le concept du bâtiment que vous avez vu en fond tout à l'heure, dont le tronc transporte l'énergie, les personnes, les nutriments, les déchets, qui deviennent des nutriments si on fait attention, qui captent l'énergie, qui la transportent dans le bâtiment.
On verra, on le voit à droite, mais l'idée c'est d'intégrer au bâtiment la production agricole, la production de fruits, légumes et de poissons. Nous travaillons sur des projets d'aquaponie, c'est-à-dire où les poissons, les fruits et légumes fonctionnent en cycle continu pour produire de l'alimentation avec tous les nutriments qui viennent du bâtiment ou de la ville elle-même. À gauche, vous avez l'éolien. J'ai piqué une image à gauche. Il y a un indice sur le troisième intervenant. Je voulais faire l'introduction, mais je trouvais que les grandes éoliennes étaient tellement vilaines que je préférais celle de Jérôme. Je l'ai ajouté, je l'ai piqué dans sa présentation tout à l'heure. Bien sûr, on connaît tous le photovoltaïque, etc. Et la géothermie. L'énergie renouvelable en provenance du soleil, c'est aussi la géothermie jusqu'à une certaine profondeur, puisque un des éléments principaux de Cradle to Cradle et l'économie circulaire, c'est évidemment de se baser uniquement sur l'énergie fournie par le soleil. C'est la seule chose qui vient de l'extérieur sur notre Terre. Juste un élément, on fait des projets de traitement biologique de l'eau dans les bâtiments. Alors en France, c'est pas facile, on en a encore parlé ce midi à une autre conférence, un déjeuner conférence. Aujourd'hui, traiter l'eau des bâtiments et la réutiliser dans le bâtiment, c'est possible dans quasiment tous les pays du nord de l'Europe. C'est pas encore possible en France pour des raisons de réglementation sanitaire. C'est quelque chose qu'on fait à grande échelle dans des bâtiments. À Bruxelles, il y a un bâtiment à 95% autonome en eau. C'est un bâtiment de bureau pour la Commission européenne qui l'occupe. C'est d'ailleurs la DG Recherche de la Commission européenne. On est à 95% autonome en eau. C'est possible. Et les autres 5%, c'est en fait ce qui part avec certaines boues qui sont de toute façon de l'humus ou de l'engrais qu'on peut utiliser dans l'agriculture. En plus de ça, on traite évidemment les eaux de pluie, on les utilise. Même chose, je le remets ici, l'agriculture urbaine. Elle capte le CO2 du bâtiment, elle prend l'eau de pluie, elle fait des échanges de chaleur avec le bâtiment, elle augmente la performance des bâtiments et elle produit de la nourriture, elle réduit le besoin de mobilité dans la ville, etc. Alors, je ne vais pas m'étendre trop, et ici on est dans le biomimétisme, mais vous voyez le parallèle avec l'arbre. Alors pourquoi est-ce que j'ai chaque fois laissé l'image qui fait peut-être un peu de confusion derrière de cet arbre? C'est que quand on traite chacun de ces éléments, il ne peut pas être traité isolément. Si on parle d'énergie, si on parle d'air, si on parle d'eau, si on parle de matière, ils doivent être traités en même temps que les autres de manière systémique. Et ça, c'est probablement la chose qui est la plus biomimétisme de la manière dont on voit les choses, c'est que dans la nature, on ne peut pas isoler les éléments, on ne peut pas créer cette division verticale. Une chose importante en dessous aussi, ce petit diagramme montre que, je parlais d'évolution des villes, d'évolution des bâtiments. En fait, il faut créer une feuille de route. Quand on dessine un bâtiment, un quartier ou une ville, il faut imaginer ce qu'elle peut devenir. On est incapable de dire aujourd'hui comment on va vivre dans 50 ans. Franchement, on est incapable. J'ai travaillé récemment sur le cahier des charges de l'hôpital de Lens, pas loin d'ici, l'hôpital du futur, au niveau économie circulaire. La première chose qu'on est parvenu à comprendre avec les médecins et toute l'organisation de l'hôpital, c'est qu'ils étaient incapables de dire au moment où l'hôpital serait ouvert normalement en 2020, comment on allait opérer dedans, si on avait besoin d'un grand scanner ou non. Et donc, il faut que les bâtiments soient évolutifs. Et donc, cette feuille de route, c'est une manière de pouvoir, dans le temps, améliorer en permanence le bâtiment. Et pour ça, il faut que tous ces éléments soient effectivement démontables facilement. C'est l'illustration à droite. Dans le cycle technologique, la démontabilité, c'est de pouvoir reprendre les éléments, pouvoir les utiliser soit comme éléments, qu'ils soient en béton, en acier ou autre, et qu'on puisse ou en verre par exemple, et qu'on puisse les récupérer dans un autre bâtiment, ou bien qu'on puisse récupérer la matière première. Ça, c'est le fondement de Cradle to Cradle. Et en fait, c'est copié aussi sur la nature. On voit à gauche le cycle du bois. Mais clairement, quand on construit des bâtiments en bois, et le projet que je montre ici et que j'ai montré sur les premières diapositives, c'est des projets qui ont près de 80% des matériaux qui sont intégrés dans ces bâtiments sont biodégradables. Alors ils sont biodégradables, ça ne veut pas dire qu'on prend le bois à un moment quand le bâtiment est terminé et qu'on le jette. Non, on peut utiliser en cascade, et c'est le schéma de gauche, on peut utiliser en cascade de plusieurs manières le bois en partant de la poutre vers l'isolant, vers le panneau compressé, vers ensuite du papier ou encore à la fin, seulement à la fin, on le brûle et le carbone revient finalement dans le sol et est réutilisé pour faire pousser des arbres. Alors ça c'est le cycle du bois, mais on fait la même chose pour l'eau, on fait la même chose pour l'énergie. Je ne vais pas m'étendre ici, mais l'industrie sait très bien comment faire le cycle de l'énergie. On sait que quand on brûle du gaz à 1200 degrés et qu'on l'utilise l'eau à 40 degrés dans une maison, on a gaspillé en fait 93% du potentiel du gaz. Donc tout ça,
c'est un mélange finalement de l'inspiration de la nature qui fonctionne en cascade, et puis on fait la même chose dans les technologies. Alors il y a un petit projet sur lequel nous avons travaillé avec les très bons architectes ECOA, Olivier Jost, je ne sais pas s'il est dans la salle, et Carlos Arroyo qui est espagnol, qui est la maison du projet à Roubaix, sur la Lénière de Roubaix, qui est une démonstration finalement de comment on peut maximiser finalement la matière biologique et biodégradable dans le bâtiment, comment est-ce qu'on peut optimiser les cycles des petits éléments technologiques qu'on a utilisés pour être sûr qu'ils soient surcyclables. C'est un projet d'inspiration Cradle to Cradle qui a été financé en partie par C2CBs, un programme européen. Alors pour pouvoir faire tout ça, mais comme dans la nature, il faut pouvoir mutualiser. On a inventé, notamment en compétition d'architecture, la notion de coopétition au lieu de compétition d'architecture, qui est l'idée de faire travailler les gens ensemble, les équipes d'architectes, les équipes pluridisciplinaires autour d'elles, de pouvoir trouver des solutions pour pouvoir définir la vision d'un projet et puis ensuite laisser chacun développer ce projet à partir d'une vision qui a été mise au point avec toutes les parties prenantes, qu'elles soient politiques, occupants, habitants, financiers, etc., d'un projet. Alors on le fait sur des notions de transport, on le voit milieu en dessous, on voit sur des systèmes de traitement biologique de l'eau, sur des systèmes d'énergie renouvelable ou de récolte de déchets. Je crois que j'arrive au bout. Ici, tout simplement, aujourd'hui on travaille énormément, on a créé une société qui s'appelle BIG, Building Integrated Greenhouse, qui crée un premier projet à Bruxelles, et on en a déjà deux en Allemagne, une à Berlin et une en Suisse à Bad Ragaz, qui sont des serres urbaines intégrées au bâtiment. Alors là, comparé à ce que j'ai vu tout à l'heure, on est dans du verre et on est dans l'industriel, quelque chose de très simple, parce qu'on veut commencer par des choses simples, mais je viendrai te voir pour qu'on puisse travailler ensemble et donner à ça des formes intéressantes. Mais très clairement, aujourd'hui, l'intégration de la production doit être dans le bâtiment, c'est la production d'énergie, de nourriture, d'eau et d'air. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Steven. Juste une question pour faire un peu la transition. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même une petite idée du volume que tout ça représente? Pour poser la question d'une autre manière, de manière un peu provocatrice, est-ce que tous ces projets sont encore des projets anecdotiques? Je taquine. Hein. Ou est-ce qu'on peut avoir une idée depuis 20 ans, 10 ans, 5 ans, etc., de l'effet volume, de la dynamique en cours? Et deuxième question corrélée à ça, quels sont les verrous un peu par ordre d'importance qui sont en train de bouger ou d'être levés? Est-ce que c'est technologique? Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est politique? Est-ce que c'est culturel? Que sais-je encore? Alors, on travaille déjà à une échelle très grande. Si je prends certains projets, en Hollande, on a des projets qui sont des ensembles de 100 000 mètres carrés qui sont complètement inspirés de Cradle to Cradle. On travaille sur des projets en France avec la ville de Paris, dans la région ici aussi, avec EDF notamment, sur des projets qui ont déjà une grande échelle. Alors, ils ne seront jamais, et je voudrais dire qu'il n'y a pas d'architecture cradle to cradle ou d'architecture économie circulaire. C'est une manière d'aborder l'architecture. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas croire que tout doit être technologique et puis que finalement qu'on oublie le reste. Hein. J'aime la belle architecture autant que la technique. J'aime bien le sens derrière. Il y a des projets en Allemagne, il y a des projets, on travaille beaucoup en Suède, Danemark et en Belgique. Il y a pas mal de choses qui sortent, autant dans le logement que dans l'hospitalier, que dans le commerce notamment, le commerce qui évolue très vite et qui a besoin d'une nouvelle image. Des sièges de société également. On travaille avec beaucoup d'architectes qui travaillent notamment en Suède sur des très très grands projets inspirés très fort de biomimétisme et de cette notion d'économie circulaire. Alors les verrous qui sont en train de sauter, ils sont économiques. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, ou je l'ai peut-être dit ce midi, si on n'a pas un modèle économique qui fonctionne, on reste Rio 92 et on n'avance plus. Le développement durable a quelque chose de dépassé dans son concept parce que finalement, c'est faire moins mal. Ce qu'on propose et les solutions qu'on trouve avec un impact positif, c'est de faire en sorte que toutes les innovations qu'on propose aient un retour sur l'investissement de moins de 10 ans. Alors pour certains promoteurs c'est long, pour d'autres non, parfois c'est beaucoup plus court, mais ce qui est important c'est qu'il y ait un modèle économique qui fonctionne, sinon le système aujourd'hui tel qu'on travaille ne marchera pas. Je ne veux pas, j'ai déjà refusé sur des projets des subventions,
Parce que des subventions, c'est très bien, mais quand ça s'arrête, tout tombe. Dans certains cas, des subventions, oui, au départ, pour aider à la recherche, etc., mais pas au fonctionnement du bâtiment, pas aux fonctions du quartier ou de la ville. Donc ça, c'est très important. Bon, ceci dit, s'il y a de l'argent dans la salle, je suis toujours preneur. Mais donc, on est à une grande échelle, mais il faut un modèle économique qui fonctionne. Et puis, pour le reste, depuis 5 ans que je ne travaille que sur ce domaine, très clairement, au début, j'expliquais ce qu'on faisait. Maintenant, on le fait. C'est la grosse différence. Merci beaucoup, Steven. Merci beaucoup. Alors, on a la chance d'accueillir maintenant Jérôme Michaud-Larivière. Alors, vous connaissez peut-être davantage le produit que l'homme. Enfin, peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler parce que vous bénéficiez d'une couverture médiatique exceptionnelle, et je ne parle pas de votre dernier actionnaire. On va parler d'arbres. Et là, je vous laisse, j'en dis pas tellement plus parce que je voudrais que vous racontiez un petit peu comment vous êtes arrivé à New Wind et à votre produit, parce que vous ne venez pas de cet univers-là, vous venez du cinéma, vous venez du script, vous venez du scénario. Donc, est-ce que vous êtes tombé sur un arbre un jour et vous vous dites, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est comme les abalone, vous vous dites, mais on pourrait peut-être faire quelque chose avec cet arbre. Je vous laisse nous raconter New Wind et l'arbre avant. Merci beaucoup. Je viens comme tout le monde. Je viens de quelque part et je ne savais pas très bien où on allait tous ensemble. Et à 50 ans, je me suis dit peut-être que c'est le moment de faire quelque chose de vraiment utile. Et c'est une démarche citoyenne. Donc, le contexte, c'était les années 2011, l'après Fukushima. Et il m'était apparu assez nécessaire de trouver, à côté d'autres solutions, mais peut-être moi, d'en apporter une solution modeste de production d'énergie, avec cette idée très simple d'essayer de l'offrir à chacun, que chacun puisse créer sa propre énergie, se l'approprier. Et il fallait trouver donc une idée simple, pour qu'elle soit facile à mettre en œuvre, rapidement, pas chère, et si possible qu'elle apporte autre chose que des électrons, peut-être une émotion. C'est très ambitieux, mais c'était peut-être mon origine qui m'avait invité à penser, à faire le pari de l'émotion. Et forcément, dans le domaine qui est donc la production d'électricité, il y avait deux autres dimensions qui étaient importantes. L'une, c'était des continents entiers n'ont pas accès à l'énergie. Un exemple, l'Afrique, 630 millions de personnes n'ont pas d'électricité. Donc imaginez ce que c'est que apporter quelques électrons pour mettre de la lumière, alimenter un frigo, ça peut sauver des vies. Et donc imaginez une solution simple, facile à déployer, qui peut sauver des vies, ça donne du sens à sa vie, et c'est ça qui m'a motivé. Et l'autre pan, c'est que dans les centres urbains, où vont se concentrer 75% de la population mondiale en 2050, avec des besoins considérables en énergie, il faut rapprocher la production du consommateur pour éviter des modèles économiques qui sont, pour moi, périmés, puisque c'est l'ancien monde. On construit des grandes concentrations de moyens de production très loin des centres. Il y a des pertes en ligne importantes qui sont absurdes. Et il y a un environnement hostile qui se crée autour de ces centrales, qu'elles soient thermiques, nucléaires, mais même éoliennes, même solaires. Et c'est dommage parce que ce sont des belles idées, mais elles rencontrent l'hostilité des riverains. Donc, apporter l'énergie au cœur des villes avec le vent, c'était ça mon idée. Et vous êtes arrivé à ça? Voilà, on est arrivé à ça. Pardon, j'étais un peu long. Donc l'idée, c'était de faire le pari des petites sources, des sources résiduelles, appauvries, qui sont les écoulements urbains, turbulents. Et plutôt que de plaquer une machine qui existe et de la mettre comme ça a déjà été fait, et souvent avec un franc échec, on a, nous, caractérisé la turbulence. On a un facteur de forme, on a étudié les écoulements et on a défini une forme de pale de cette apparence qui est plutôt plus biomorphique que biomimétique. Je ferai une petite précision sémantique tout à l'heure, c'est quand même très important. On ne fait pas de photosynthèse avec nos solutions, mais on a quand même regardé la nature. C'est elle qui nous a indiqué comment loger dans un volume donné un très grand nombre de micro-éoliennes. Et c'est donc l'idée de l'arbre que chacun peut observer. Ça a été mon cas. Hein. Voilà, ici une image de synthèse, mais vous allez voir dans la diapo d'après, voilà, l'arbre qui tourne. Voilà. Normalement, on se tait. C'est très apaisant. Vous voyez, les branches des vrais arbres ne bougent pas, il n'y a pas du tout de vent. Donc une brise suffit
à animer les petites feuilles. Donc dans chaque feuille, il y a une génératrice, une micro-génératrice. Tout le principe était de cacher la techno dans la forme la plus organique possible. Et là où on a une démarche quand même biomimétique, c'est que un grand nombre de microturbines ensemble peuvent se nuire mutuellement, puisqu'il y a des champs de pression négatifs dans les écoulements qui peuvent influencer les feuilles les unes les autres. Et là, c'est l'arbre de la nature, le vrai, qui nous a renseigné comment disposer les feuilles les unes aux autres, par rapport aux autres. Parce que les feuilles, pour trouver la lumière et faire la photosynthèse, elles se divisent. Les branches se coupent en deux pour attraper la lumière et produire. Eh bien, l'écoulement du vent ou de l'air, c'est un peu équivalent. Pour que toutes nos feuilles puissent être sensibles au courant d'air, on les a positionnées à la manière d'un arbre. Et les prolongements biomimétiques, là pour le coup, sont très importants. L'arbre, il est très inspirant, puisque dans les développements que nous faisons dès maintenant, pas tout à fait mûrs, mais ils le seront en 2016 et 2017, nous allons traiter les branches, troncs, comme une écorce, avec des cellules de Grätzel, qui sont des pigments qui donc permettent de piéger le photon, comme le silicium, mais mieux que le silicium, puisque c'est complètement vert et pas cher, et avoir donc un complément d'énergie par la lumière, avec tout cet ensemble de structures qui portent les feuilles. Vous pouvez juste nous commenter un peu la performance de l'arbre, parce qu'on voit 4,1 kilowatts, c'est ça, sur cet arbre? Donc ça, c'est la première solution que nous plantons ces jours-ci. D'ailleurs, en ce moment même où je vous parle, on est en train de planter à Düsseldorf le premier arbre commercial. Il sera suivi par d'autres arbres plantés, notamment à la COP 21, à la conférence sur le climat qui a lieu le 30 novembre au 15 décembre. Et, ça sont les premiers arbres en France, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le programme. Oh, on m'entend bien là. Il faut que je sois centré. C'est le programme de pré-série. Vous voyez quelques noms qui nous ont fait confiance très tôt et qui est le prélude à la série que nous lançons immédiatement après. Mais au-delà de l'arbre avant, c'est son nom, hein, on développe d'autres solutions plus petites, plus accessibles, avec un peu moins de performance, parce qu'elles sont plus petites, mais beaucoup moins chères, pour permettre justement à chacun de se l'approprier. Donc ce sont des formes buissonnantes, de différentes formes, capables d'apporter quand même au moins 2 à 2,5 kW en puissance installée. Celui-ci, l'arbre, il fait 4,1 kW de puissance installée. Oui, donc c'est pour une famille. L'équivalent, oui, on a donné là quelques équivalences. 83% des besoins d'une famille de 4 personnes pour une maison de 125 mètres carrés. Donc on est vraiment sur de la microélectricité, de la microproduction locale d'électricité. Oui. Chaque feuille produit à peu près 100 watts à vitesse nominale. Il y en a 63, donc en vérité il y a près de 6300 watts à l'instant T, pour peu qu'on lui donne un peu de vent. Et ça, toutes les secondes, ça peut se produire. Et donc, ensuite, la performance électrique de l'arbre, ça dépend des conditions d'exposition. En bord de mer, et il sera plus intéressant économiquement que dans la tour carrée de Matignon, comme nous a demandé d'en mettre. Est-ce que le design, l'esthétisme joue dans votre succès? Oui, mais là aussi, c'est une démarche biomimétique. C'est en regardant, avec le designer Claude Colucci, qui était chargé de réaliser l'émotion. C'était pas facile, parce qu'au début, c'était moi qui dessinais les arbres, et il ne se passait rien. C'était un arbre avec des branches. Quand j'étais triste, c'était comme ça. Quand j'étais gai, c'était comme ça. Et donc, je l'ai poussé. Au bout d'un an d'esquisse, on ne trouvait pas. Je suis passé devant un arbre qui était en forme de CP, donc avec les 3 troncs, donc cette forme ternaire qui libère le centre. Et en libérant le centre, tout l'air peut passer à travers. Et donc, c'est du design qui a regardé la nature, mais qui a une vocation à susciter la performance. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très intéressant. Je vous invite à vous rasseoir. Et puis, comme promis, on a bien nos 10 minutes, parce qu'on va déborder de 5 minutes. On a bien 10 minutes. Je suis sûr que pour Michael Pauline, Steven Bakers ou Jérôme Michel-Larivière, vous avez des questions. Nous avons beaucoup parlé, donc maintenant, c'est à vous. Vous demandez peut-être pourquoi je suis là. Ah oui, Rodolphe, tu peux dire un mot si tu veux. Tu as raison. Bon, pendant que Rodolphe fait un petit commentaire, voilà. On vous passe le micro. Donc en 2 mots, moi je suis ravi d'avoir pu inviter ces 3 sommités sur le sujet.
Je suis donc directeur développement durable de Rabot du Tilleul. On a une démarche d'éco-conception qui est très carrée, très pragmatique, très organisée, et j'ai droit à 2 sujets conceptuels. Enfin, en tout cas, je me suis autorisé 2 sujets conceptuels. Un qui est l'économie de la fonctionnalité, on ne va pas en parler aujourd'hui. Et l'autre, c'est le biomimétisme. Et j'y ai droit parce qu'en fait, ça donne une sorte de rêve pragmatique, le biomimétisme. Le rêve parce que c'est extrêmement inspirant. De toute façon, à chaque fois qu'on montre des exemples, la salle se tait, on voit les abalones, chaque fois les gens ils font comme ça, enfin moi le premier d'ailleurs. Donc ça fait rêver, et puis en même temps, à chaque fois qu'on creuse un tout petit peu, puis il ne faut pas attendre très très longtemps, on dit à chaque fois moins de matière, plus de performance, plus de ceci, plus de cela, plus de fonctions, et donc c'est économiquement très très intéressant. Voilà. Donc en général, le BTP arrive juste derrière, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à prendre son courage à 2 mains quand il y a des réglementations à faire tomber par rapport à ces sujets-là. Et puis il n'y a plus qu'à prendre son sourire à 2 mains, si j'ose dire, et aller convaincre les investisseurs que l'arbre à vent, on n'ose même pas l'appeler une éolienne parce que voilà, il va fonctionner. Il existe déjà et on peut le mettre sur son projet. Donc pour répondre à la question d'Alain tout à l'heure, on ne travaille pas encore avec Michael Pauline, mais je ne désespère pas, puisqu'on commence à avoir une filiale qui s'est installée au UK, de pouvoir travailler avec lui. Mais on travaille déjà, et depuis assez longtemps, avec Stephen Bakers. Le plus beau projet de Nakara aujourd'hui sur la métropole lilloise, c'est un projet Cradle to Cradle. Et on a des discussions très, très, très avancées, si ce n'est abouties, avec New Wind pour installer des premiers arbres à vent. Alors on voulait le faire sur notre siège, mais on fait hélas partie d'un des rares trous à vent de la métropole lilloise. Donc c'est lui qui a refusé, alors que j'avais le bon de commande signé, d'installer un arbre à vent sur notre siège social. Mais on a d'autres endroits, à Reims notamment, qui sont beaucoup plus vantés, où on devrait pouvoir en installer rapidement. Donc c'est très beau, mais c'est très pragmatique tout de suite, oui. Le biomimétisme. On dit souvent que le biomimétisme apporte le comment au pourquoi du développement durable. Je trouve que c'est un bon résumé. Alors, allez, 1 ou 2 questions, c'est toujours la première la plus difficile. Alors, moi, j'ai 2 questions. Ici. Vous m'entendez ? Oui, oui. Donc, j'ai une question pour Monsieur Larivière par rapport à son arbre à vent et son buisson à vent, si j'ai bien compris. Le premier fait 10 mètres d'eau, le second est plus petit. Il a pour vocation d'être, j'imagine, proposé aux particuliers. Est-ce que vous avez une ordre de tarif à nous donner à l'ordre du jour ? Hélas, non. Mais non, mais la question, on ne va pas y échapper. Hein. On travaille avec nos partenaires qui fabriquent l'arme pour arriver à baisser le coût. L'arbre à vent est un ROI, on en parlait tout à l'heure avec Steven, un retour sur investissement qui dépasse 10 ans. C'est une durée qui est celle d'aujourd'hui, mais on fait tous nos efforts pour la baisser à 8 ans. C'est possible. C'est qu'une question, il y a les économies d'échelle, mais il y a aussi des process industriels à améliorer, et c'est ce qu'on fait avec nos partenaires. Pour le buisson, on est déjà dans une réponse favorable. On a un retour sur investissement autour de 8 ans. Et si je ne peux pas vous dire le prix aujourd'hui, c'est qu'on fait des opérations de redesign to cost qui vont affecter aussi le buisson. Mais l'objectif, c'est que le buisson soit à peu près à 6 ans de retour sur investissement. Et je pense que ça commence à une bonne durée raisonnable. Sans doute que quelques partenaires industriels ou territoriaux vont permettre d'expérimenter tout ça, de rôder, et peut-être que le prix, la question est posée pour un prix sur un produit à maturité à quelques centaines ou milliers d'exemplaires. C'est peut-être pour ça que c'est difficile de répondre. Oui, et d'autre part, on a une jauge en France qui est celle du prix EDF, qui est un prix très, très dur pour nous, parce que c'est un prix assez masqué, qui cache d'autres coûts qui ne sont pas inclus. Nous, on a une production qui est transparente, il n'y a rien de caché. Donc, je vous donne rendez-vous le 30 novembre, à la COP21, on aura fixé ces prix buissons et arbres à vent. J'ai une question corrélaire. Est-ce qu'il y a des questions de réglementation ? C'est une question qui peut s'adresser à tout le monde d'ailleurs en matière d'architecture inspirée du vivant. Est-ce qu'on parlait de verrou tout à l'heure, y compris pour vous, Steven ? Est-ce que la réglementation aujourd'hui est bloquante ?
On parlait des termitières avec ces systèmes de climatisation, avec ces grands tunnels, ces grandes cheminées. Les normes sécurité incendie n'aiment pas beaucoup ça. Est-ce que la réglementation est aujourd'hui bloquante? Est-ce que les choses bougent aussi du côté du législateur? Non, non, c'est pas bloquant, mais on était nulle part, nous. On n'est pas une machine, on est un objet de production. On est une petite centrale électrique. Le bureau Veritas a beaucoup cherché pour nous aider à nous qualifier. On doit répondre aux normes Eurocode, simplement, celles du vent, quoi. Tenir des tempêtes 50 tonales, 50 mètres secondes de vent. Après, c'est moins de 12 mètres, donc il n'y a pas de permis de construire. D'accord, merci. Steven, peut-être un mot sur la réglementation. Est-ce que Oui, justement, parce qu'on est très souvent confronté à ça, notamment à Paris aujourd'hui, en vue de la COP21, on nous dit qu'il faut absolument développer très très vite des serres urbaines comme on les propose, et puis la réglementation a évolué déjà dans le PLU, etc., pour pouvoir installer des choses sur les toits. Et puis la réglementation feu qui fait que c'est difficile parce que ça fait un étage en plus à atteindre. Donc un peu comme pour la réglementation pour l'eau, en fait il faut continuer à taper sur le clou. Et donc je crois que s'il y a des limites pour les éoliennes, il y en a eu pour un tas de choses. Alors il faudrait éviter, notamment dans le cadre du photovoltaïque, que ça devienne l'équivalent de ce qui était les antennes de télévision sur les bâtiments où c'était mal intégré, etc. Et je pense que des solutions comme celle de Jérôme, avec un designer comme Michael, et trouver des projets. Et je suis ravi d'ailleurs, merci Rodolphe, de cette rencontre, parce qu'on a déjà échangé les cartes et je crois qu'il y a déjà des projets qui sont en train de naître entre nous. Et je crois que pour se battre, il faut profiter aujourd'hui du mouvement qui existe. J'ai parlé d'économie circulaire, mais il y en a plein d'autres. Il y a la 3e révolution industrielle dans la région ici. En fait, tout ça, c'est lié. Oui. Et notamment la force qu'a une Anne Hidalgo à Paris, qu'ont différentes personnes politiques qui, aujourd'hui, facilitent. Et donc, si on vient avec des solutions qui sont esthétiques, rentables et qui répondent aux besoins d'économiser les ressources et tous les aspects environnementaux, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent très vite. Peut-être une autre question rapidement. Oui, on a une question devant et puis un peu plus loin là-bas. Attendez, j'en avais une. Ah oui, allez-y, oui. Bonjour, Nicolas Malaquin, Flax Composite. Je suis une start-up incubée chez Innotex à Tourcoing, au Centre européen des textiles innovants. Et donc j'ai une question pour Michael, parce que je développe un matériau biocomposite sans pétrole, qui est basé de bouchons recyclés et de fibres de lin, sachant que 70% de la production mondiale de lin est française. Et donc c'est un matériau qui est thermoformable, et j'ai une question pour améliorer l'acoustique. C'est déjà un matériau qui est isolant et acoustique. Comment on pourrait s'inspirer du biomimétisme, puisque c'est un matériau qui est donc thermoformable, pour améliorer l'acoustique dans l'habitat? Did you get everything, Michael? Oh, I can repeat in English. No, that's fine. I got that. That's fine. Yeah, acoustics is quite a tricky one. There are certain cockroaches that are amazing at acoustics. There's a cockroach that builds a special burrow that is able to project its sound over a vast distance. But I think what you're talking about is a slightly different construisent des petites défenses qui réfléchissent le son sur des grandes distances. Mais ce n'est pas forcément le bon exemple pour vous. Il n'y a pas forcément, je ne pense pas à d'exemple d'absorption de son, d'acoustique dans la nature. Par contre, en termes d'acoustique, ce qui est important, c'est l'adaptation. La nature s'adapte pour répondre, et c'est bien souvent la grosse différence entre la nature et ce que fait l'homme. Et dans de nombreux environnements, comme dans des restaurants, des grandes salles de réunion, vous pouvez avoir des demandes très différentes en termes d'acoustique. Et une salle comme celle-ci va avoir certaines propriétés acoustiques quand elle est vide et des propriétés différentes quand elle est pleine. Et dans un restaurant, quand vous commencez à 2 clients, c'est une chose, et quand vous en avez 50, c'est autre chose. Donc ce que vous voulez, c'est des services qui permettent de répondre à cela, de s'adapter pour que votre matériau puisse absorber plus de son au fur et à mesure qu'il y a plus de convives. Ouais. L'orientation peut faire partie de la solution, vous avez raison. On pourrait prolonger la discussion, je pense. On se dépêche de prendre encore une ou deux questions. J'ai juste une petite réponse. Devant, il y a un monsieur là-bas. Il y a un site web qui s'appelle Ask Nature. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, c'est infini. Allez voir asknature.watt.org. Voilà.
Et il y a peut-être quelque chose sur acoustic absorption dessus, parce qu'il y, en a tellement que c'est du côté incroyable. de biomimicry 3.8 de Janine Benius. Oui, bonjour, je suis Anne Perwaz, je suis enseignant-chercheur dans une école d'ingénieurs. Et donc, je me pose la question de la conception. Donc, au niveau de la recherche, on voit que c'est très multidisciplinaire. Et aussi la conception au niveau de l'ingénieur. Donc, comment on doit former nos jeunes pour comment ça se passe, cette multidisciplinarité. Je suis assez épatée de voir des gens de formation très variées qui travaillent entre eux et qui font des modèles très compliqués, visiblement, et puis des choses aussi très émotionnelles. Enfin bon, il y a tout un mélange de compétences là qui est intéressant. Je voulais, voilà, si vous pouviez parler là-dessus. Juste en 2 mots, moi, ce que je fais dans les universités où je donne cours, enfin, notamment à Bruxelles, c'est de les faire travailler en équipe. Alors, je donne cours, notamment en Polytechnique, aux ingénieurs architectes. Alors, c'est déjà un mélange qui est intéressant. Mais on va chercher des gens dans les autres facultés pour les faire travailler ensemble. On est en train de faire ça à Addis Abeba également, avec l'école d'architecture EIABC d'Addis Abeba. Et ça fonctionne très bien. En fait, ils ne demandent que ça. Et les professeurs aussi dans ces universités sont ravis de participer à ces programmes parce qu'ils apprennent autre chose, ils en ont marre de répéter la même chose depuis 20 ans pour la plupart. Et donc c'est vraiment très intéressant de les faire travailler ensemble et ça les challenge. Moi, chaque fois que j'ai une réunion, il y a quelqu'un qui va me parler de chimie, je ne suis pas un bon chimiste même si je parle de matériaux, de molécules, etc. Et c'est un challenge. Donc je crois que cette notion de travail, je disais de coopétition positive, hein, comme la nature le fait, est la meilleure manière de les faire travailler ensemble. On peut pas enseigner toutes les matières d'un coup, mais je crois que de faire travailler, même avec des gens qui sont dans la finance, etc., surtout si on parle d'architecture, d'urbanisme, etc., moi, en tant qu'architecte, je n'ai jamais rien appris sur la finance, à part comment gérer mon compte en banque, et encore, je ne suis pas très doué. Mais donc, c'est vraiment important d'intégrer des disciplines, comme on le fait dans la Lateral Thinking Factory. On a à peu près 60 différentes avec qui on travaille. Et y en a un qu'on appelle une fois par an ou une fois tous les 10 ans parce qu'il est spécialiste en barrière de corail artificielle. On n'en fait pas tellement, mais on l'a déjà appelé. Et on va le chercher. Et l'important, c'est de trouver les gens. Et Internet est idéal pour ça aujourd'hui. On essaie de créer un outil qui permet d'aller chercher des personnes qui non seulement sont très fortes dans leur domaine, mais sont capables de partager. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux étudiants, c'est comment partager leur discipline et pas chacun rester sur son petit piédestal. Si je peux ajouter un mot... Vous m'entendez là? Ouais. Si je peux ajouter un mot vis-à-vis du métier du BTP, donc nous en tant que maître d'ouvrage, donc là c'est plutôt Nakara, le promoteur immobilier du groupe Rabot Tilleul, dès qu'on a un projet réel, hein, donc avec un terrain et puis pour fabriquer un bel écrin à activité humaine, autrement dit un bâtiment, à ce moment-là on peut se casser la cervelle avec des partenaires qu'on appelle une fois tous les 60 ou plus souvent pour faire ce genre de projet. L'équilibre temporel, c'est quel est le nombre optimal de partenaires qui viennent d'horizons différents et quelle est leur affinité humaine, on va dire. Bon, bref, est-ce qu'ils s'entendent bien pour pouvoir amener le projet quelque part. Quand il y a trop de monde, on n'y arrive plus, et quand il n'y a pas assez de monde, on n'a pas d'idée. Mais une échelle de bâtiments, de bureaux, de logements, de, je sais pas, de 80 logements, 40 logements, etc., c'est des bons projets pour pouvoir avancer significativement. Après, on va taper sur des barrières réglementaires ou sur des barrières culturelles d'habitude, mais au moins, le clou, il est enfoncé un peu plus profondément. Et le biomimétisme et la poésie qui est apportée par le biomimétisme, je pense, nous permet d'aller plus loin dans l'innovation que juste de parler de kilowattheure ou de... Michael a un témoignage aussi. I completely agree that it's really important to get people to collaborate, and often architects and engineers are not particularly good at that. Architects, bien souvent, les ingénieurs sont pas très bons à ça. Les architectes, surtout end of the spectrum. Ceux qui sont des architectes un petit peu iconiques aiment faire leur beau petit dessin et ensuite ils donnent ça à leur équipe et c'est à leur équipe de bosser. Ce qui pour moi est une manière un peu insultante de travailler. Moi, quand je rassemble une équipe, j'essaye de rassembler une équipe de gens polycompétents qui au moins sont capables de comprendre ce que font les autres. Et c'est là que les choses les plus intéressantes se produisent parce que c'est à l'intersection que se produisent les choses intéressantes.
un propos de Bachelard qui était la réponse à votre question. C'est que entre la recherche et la connaissance, il y a un obstacle épistémologique. Et comment fait-on pour le surmonter? Il n'a pas une recette, mais il a 3 conseils. Il propose une catharsis intellectuelle et affective. Il propose de réfuter tout argument péremptoire et autoritaire. Et enfin, de garder raison inquiète. Donc Gaston Bachelard, formation à l'esprit scientifique, une référence. Juste dans votre domaine, les communautés d'établissement, les communes, participent un peu à ce mouvement-là, en regroupement, différents, mais y compris ici à l'Université de Lille, différentes universités, différentes écoles d'enseignement supérieur, et avec sans doute un peu plus qu'avant, des échanges entre ces différentes filières académiques. On va prendre une dernière question, parce qu'après on va se faire tirer les oreilles. Oui, on va se faire virer. Ouais. Moi j'ai une question pour la salle. J'aimerais juste savoir combien d'architectes dans la salle ou d'étudiants en architecture, parce que j'ai bien envie, moi, de faire une consultation, pas pour cette année, mais enfin, j'ai quelque chose derrière la tête pour l'an prochain, sur le sujet de l'habitat biomimétique, plutôt sur la métropole lilloise. Donc s'il y en a qui sont intéressés, ils peuvent venir me voir après, pour qu'on voit... comme un jeune étudiant. Enfin, voilà, pour qu'on puisse essayer d'avancer là-dessus, sachant que vous l'avez bien compris, ce sera en aucun cas des équipes monodisciplinaires, parce que ça ne fonctionne pas, en tout cas pour ça. Bon, l'invitation est lancée. Merci Rodolphe. On va prendre la dernière question de monsieur. Merci. Oui, bonjour. Benoît Bourret, l'Université catholique de Lille. On a beaucoup parlé de l'inspiration de matériaux, de parties du vivant, de construction animale, par exemple. Moi, j'ai une question, puisque pour moi, la biologie, c'est aussi un ensemble d'interactions entre des espèces, à l'intérieur d'espèces, avec des stratégies parfois de compétition, de coopération, un peu de triche par-ci, par-là. La question, c'est, est-ce que le biomimétisme, aujourd'hui, a des choses à dire aux entreprises, aux organisations, aux écosystèmes, au sens écosystème humain, dans lequel on cherche justement aujourd'hui des modèles qui invitent à coopérer, qui invitent à travailler autrement pour un intérêt collectif. Voilà. Est-ce que, voilà, sur ces questions de stratégie d'entreprise, de fonctionnement des écosystèmes humains, le biomimétisme a des choses à dire? Alors peut-être Michael, davantage là-dessus, parce qu'effectivement, il y a des applications dans les sciences sociales, dans les groupements d'individus. Je laisse l'expert en biomimétisme. Well, I think you were touching on 2 things there. It's partly about human behavior and partly about functional systems. Des comportements humains et des systèmes fonctionnels. Pour ce qui est des systèmes fonctionnels, les entreprises, les bâtiments, les villes, il y a énormément de choses que l'on peut apprendre en étudiant les écosystèmes, car les écosystèmes génèrent des interactions, des interdépendances très complexes, et qui sont génératives plutôt qu'extractives. Donc là, il y a énormément de choses que l'on peut apprendre. Pour ce qui est de l'autre pendant, il y a des recherches intéressantes. Par exemple, dans le bâtiment de bureau que je vous ai montré à la fin de ma présentation, on a étudié à partir du nombre de Dunbar. Dunbar est un scientifique qui a étudié la taille optimale d'un groupe et qui dit que c'est 150. Si vous allez au-delà de cela, le nombre d'interconnexions devient trop compliqué et du coup, les gens ont du mal à comprendre ce que les autres font dans le groupe. Maintenant, ce qui vous intéresse, c'est les changements organisationnels, vous pouvez lire Paul Jackson, qui a appliqué le biomimétisme à l'évolution des entreprises. Donc, vous pouvez lire ses ouvrages. Paul Jackson. Vous avez posé pour la ville, c'est exactement la question que j'ai posée au groupe de travail sur l'habitat biomimétique, qui donc dans la prochaine séance aura lieu dans le 5 novembre. Voilà, le 5 novembre. Moi, savoir comment on fait une maison biomimétique, ça m'intéresse un tout petit peu, mais pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est comment on rénove de manière biomimétique les villes actuelles. Et j'espère qu'on trouvera des réponses. Je suis plutôt confiant, mais par contre, je me demande vraiment ce que ça va être. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Il nous reste à remercier nos 3 principaux orateurs, 4e avec Rodolphe. Mais merci beaucoup, messieurs. Merci. Let's do it.